C'est tout simplement quelque chose auquel notre esprit ne peut pas se rapporter. Pardonne mon retard, Brian. Comme on dit, oh, Absolument, je le fais. je suis très heureux que cette interview ait lieu. Nous avons eu à Tel Aviv, je crois, environ 15 alertes aux missiles aujourd'hui, mais honnêtement, quand il y en a autant, qui les compte? Et ça m'a obligé à annuler quelques interviews. J'ai dû faire une interview avec Fox News depuis l'abri anti-bombe, en tenant mon ordinateur portable, et j'ai dû annuler une interview en Roumanie. À la première question, parce que nous avons reçu une alerte sur nos téléphones disant que des missiles arrivaient, il fallait courir, hein. Le régime iranien riposte. Il riposte en lançant des missiles balistiques directement sur des villes israéliennes. C'est ce qu'ils ont fait pendant la dernière guerre, en juin. Ils ont tiré directement sur le centre de Tel Aviv, de Beersheba, visant des habitations, visant des hôpitaux, et ils recommencent. Les Israéliens sont bien entraînés à savoir quoi faire en cas d'urgence. Quand les sirènes retentissent, 90 secondes avant une attaque de missile, il faut courir pendant quelques minutes. Avant, une notification push sur votre téléphone indique restez près d'un abri anti-bombe. Vous devrez bientôt courir, et malgré l'avertissement, parfois il ne reste que quelques minutes. Il y a une alerte d'urgence qui prend le contrôle de votre téléphone avec un son vraiment terrifiant qui dit nous avons détecté des missiles en approche. Assurez-vous de connaître l'emplacement de votre abri anti-bombe le plus proche, car beaucoup de Canadiens l'ignorent. Mais ce n'est pas grave. Et j'espère qu'il n'y en a pas. Et j'espère, oui, pour vous protéger des ours grizzly ou des mesures extrêmes ou quelque chose comme ça. J'espère que les Canadiens ne connaîtront jamais le niveau de menace auquel les Israéliens se sont habitués, étant entourés d'armées ennemies et de groupes terroristes qui veulent détruire ce pays. Chaque nouvelle maison construite en Israël depuis la guerre du Golfe, au début des années 1990, possède son propre abri anti-roquettes. Chaque nouvelle maison, chaque nouvel appartement construit au cours des 35 dernières années possède une pièce en béton armée et des volets en acier conçus pour vous protéger en cas d'attaque de missiles. Si je vivais dans un immeuble récent, je pourrais donner des interviews depuis mon abri anti-roquettes. Si l'agent immobilier vous montre qu'il y a un abri anti-roquettes dans l'appartement, signez immédiatement. Dans les immeubles plus anciens, comme le mien, il y a un abri anti-bombe commun au sous-sol. Dans notre cas, il est à 2 étages sous terre, en dessous du parking, et puis tous les voisins descendent en courant, ainsi que des gens qui arrivent de la rue. Et si vous n'en avez pas, alors il y a des abris publics dispersés à travers le pays, dans les écoles, dans les parcs, dans d'autres parkings. Et vous devez savoir où se trouve l'abri anti-bombe le plus proche maintenant. Regardez, pour moi, en tant que jeune homme en bonne santé, ce n'est pas la fin du monde de descendre quelques étages en courant. Imaginez quand la sirène retentit la nuit et que vous devez sortir vos enfants endormis de chambres différentes. Ou si vous êtes une femme enceinte, ou si vous êtes handicapé, ou si vous êtes une personne âgée et que vous ne pouvez pas descendre à temps. C'est une expérience vraiment effrayante. Même si les missiles sont interceptés et que les défenses aériennes d'Israël sont plutôt efficaces, elles ne sont pas hermétiques et certains missiles passent à travers. Tu te rappelles quand j'étais en Israël et que je t'ai rencontré? Quelques jours après, j'ai rencontré Amir Tibon, chroniqueur réputé d'Haaretz. Son père a été présenté dans le film La route entre nous, projeté ici au Festival international du film de Toronto et ailleurs. Et Amir, qui n'est pas connu pour être un partisan du gouvernement actuel, du Premier ministre actuel d'Israël, je me souviens qu'il disait avec défi que mes filles de 3 et 4 ans ne devraient pas avoir à savoir quoi faire lorsque la sirène d'alerte retentit. Ma mère a grandi avec les sirènes d'alerte en Grande-Bretagne. Après la guerre, il faisait encore des exercices, mais elle n'a jamais eu à affronter le fait que des bombes pouvaient tomber. C'est une expérience quotidienne, au-delà de ce qui se passerait avec une attaque contre l'Iran et la riposte de l'Iran. Cela fait simplement partie de la vie, n'est-ce pas? C'est tragique que les enfants israéliens sachent quoi faire lors d'alertes aux missiles. Ils ne devraient pas vivre cela. Mais il n'y a pas que le régime iranien. Nous avons subi des décennies de tirs de roquettes, du Hamas à Gaza, du Hezbollah au Liban, et nous avons essuyé des attaques de missiles des Houthis au Yémen. Maintenant, bien sûr, le régime iranien, et donc cela fait partie de la vie. Aujourd'hui, en Israël, il y a pratiquement un consensus total sur l'importance de cette mission visant à éliminer cette menace existentielle venant d'Iran.
Le chef de l'opposition, Yael Lapid, donne des interviews aux médias internationaux pour soutenir l'opération. Naftali Bennett, qui est l'ancien Premier ministre et le principal rival de Netanyahou, donne lui aussi des interviews dans les médias internationaux pour défendre cette mission. Parce qu'Israël ne peut pas se permettre que le régime iranien se précipite vers l'arme nucléaire, construise des missiles balistiques et continue de faire pleuvoir ses armes sur nos villes. Israël dit que cette fois, cela doit cesser. Et d'ailleurs, selon des rapports récents, il semble très probable que le dirigeant du régime iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, ait en fait été tué lors d'une frappe aérienne israélienne ce matin. Et Israël espère, avec les États-Unis, que cela va donner une opportunité au peuple iranien de se soulever et de revendiquer son avenir. Et cela signifie que même les gouvernements qui ne soutiennent pas pleinement ces frappes. Et j'ai d'ailleurs remarqué une très bonne réaction de la part du Premier ministre canadien, tout comme le Premier ministre australien qui soutient les frappes américaines. Pourquoi n'ont-ils pas mentionné les frappes des États-Unis et d'Israël? C'est leur politique intérieure, on peut en discuter. Mais même les pays comme la Grande-Bretagne et la France qui restent vraiment sur la réserve d'une manière assez lâche. Et lâche, ils insistent sur la menace que le régime iranien fait peser sur la stabilité régionale, sur la façon dont ils ont semé le chaos et le terrorisme dans toute la région. En privé, à huis clos, ils sont plutôt satisfaits que quelqu'un agisse enfin à ce sujet. Je vais lire quelques citations de la déclaration de Mark Carney dans un instant. Je dirai simplement ceci à propos de la Grande-Bretagne et de la France. Quand la France est plus ferme dans sa déclaration sur la défense de la démocratie, alors la Grande-Bretagne a vraiment un problème. Nous connaissons tous les blagues sur la France que tout le monde en Grande-Bretagne fait quotidiennement. Pourtant, Emmanuel Macron est plus ferme que Keir Starmer. Dans sa réponse à ce que font actuellement Israël et les États-Unis, Mark Kearney a effectivement fait une brève mention d'Israël. Dans sa déclaration, il a dit « Le Canada réaffirme le droit d'Israël à se défendre et à assurer la sécurité de son peuple ». Comme l'a dit Viviane Berkovitch, ex-ambassadrice du Canada en Israël, lors d'une interview avec moi, pourquoi faut-il le dire? Cela ne devrait pas être nécessaire. Elle était aussi d'accord avec vous pour préciser que ce sont les Américains et Israël qui font cela ensemble. Mais ce sont ces points qui m'ont fait dire « D'accord, je vais lui accorder du crédit », parce que je ne pense pas que nous aurions eu cela de Justin Trudeau. Et toi et moi avons déjà parlé de Justin Trudeau et de la façon dont les gens au Moyen-Orient levaient les yeux au ciel à propos du Canada quand il était notre dirigeant. Mais le Premier ministre Kearney a déclaré « Le Canada et nos partenaires internationaux ont constamment appelé le régime iranien à mettre fin à son programme nucléaire, y compris lors du sommet des dirigeants du G7 de 2025 à Canon-Asti et avec la réimposition des sanctions par les Nations unies en septembre. » En sautant quelques paragraphes, il poursuit en disant « Le Canada soutient les États-Unis dans leurs actions visant à empêcher l'Iran d'obtenir une arme nucléaire et à empêcher son régime de menacer davantage la paix et la sécurité internationale. » Ilan, je sais que tu comprends la dynamique actuelle entre Washington et Ottawa et comment les Canadiens sont sur la défensive et détestent les Américains. Pour que le Premier ministre Carney dise cela, il a fallu un certain courage, je dirais, donc je lui accorde ce mérite. On peut débattre de la portée, mais c'est déjà plus que ce qu'aurait fait le précédent. Oui, mais une déclaration du Premier ministre canadien a sûrement exigé du courage, vu la pression dans les rues. Il y a un mouvement très important au Canada qui est favorable au régime iranien et aux forces par procuration qui mènent la guerre à travers le Moyen-Orient. Et, franchement, ils préféreraient être du côté du régime iranien. Nous avons laissé entrer de nombreux membres des gardiens de la révolution islamique. Il y a encore plus de membres de la diaspora iranienne. C'est révoltant. Pourtant, il a fallu du courage pour cette déclaration, courage que la Grande-Bretagne n'a pas eu. Parce que j'ai la déclaration de Keir Starmer devant moi, même s'il qualifie le régime d'abominable et parle du meurtre de milliers de dissidents. La menace directe qu'il fait peser sur le Royaume-Uni, où Keir Starmer déclare l'Iran a été à l'origine de plus de 20 attaques potentiellement mortelles sur le sol britannique l'année dernière, et que la mission principale du Royaume-Uni est de s'assurer que le régime iranien ne soit jamais autorisé à développer une arme nucléaire. Il était très important pour Keir Starmer de souligner qu'il restait en retrait et qu'il n'avait pas vraiment de position sur les frappes américaines. Même si la diplomatie avait clairement échoué à ramener l'Iran à la raison, le pays poursuivait son agressivité dans toute la région.
Et j'espère qu'il est désormais évident pour tout le monde à quel point le régime iranien représente une menace pour l'ensemble du Moyen-Orient. Parce que le régime iranien est hors de contrôle, il a pratiquement déclaré la guerre à tous ses voisins. Un missile ou un drone a frappé un hôtel à Dubaï, a touché un gratte-ciel à Bahreïn, la Jordanie a repoussé environ 50 attaques de drones et de missiles. L'Arabie saoudite condamne l'Iran pour une tentative d'attaque contre Riyad. Un drone a frappé l'aéroport international du Koweït. Le régime iranien est complètement hors de contrôle et s'en prend violemment à d'autres parties dans la région. Vous verrez, je ne condamne pas les États-Unis et ils ne condamnent certainement pas Israël. Je pense que c'est un jour qu'ils attendaient depuis très longtemps, en effet. Quelle est votre compréhension? En tant que personne ayant travaillé étroitement avec le gouvernement israélien par le passé, quelle est votre compréhension de la durée de la planification de cette mission conjointe? Ce n'est pas quelque chose que l'on improvise en une semaine, on pourrait l'organiser en quelques mois. Il y a clairement eu une planification approfondie entre les Américains et les Israéliens. Vous attaquerez ceci, nous attaquerons cela. Nous coordonnerons nos attaques ainsi. Parce que si ce n'était pas coordonné, eh bien, alors vous auriez potentiellement des avions de chasse israéliens et américains qui s'affronteraient dans le ciel au-dessus de Téhéran. Je m'attends à ce qu'Israël travaille depuis des mois sur ses plans de bataille. Rappelons-nous que la guerre de 12 jours s'est terminée lorsque le président Trump a dit ⁇ ça suffit ⁇ même si Israël avait encore des cibles du régime qu'il voulait frapper. En réalité, le programme nucléaire n'a pas été totalement détruit et le programme de missiles balistiques existait toujours. Mais le président Trump a déclaré ⁇ ça suffit ⁇ Depuis lors, il est clair qu'Israël et l'armée américaine travaillent en étroite collaboration. Il s'agit d'une attaque entièrement coordonnée et totalement synchronisée. Parce qu'enfin, il y a un président à la Maison-Blanche qui comprend la nature de la menace que représente le régime iranien. Et il n'essaie pas de balayer cela sous le tapis ou de signer un accord qui repousserait le problème à son successeur. Il dit ⁇ Cela s'arrête maintenant. Vous voyez des avions américains sur le sol israélien et une coopération de renseignement très étroite. Israël est en fait les yeux et les oreilles de l'Occident, non seulement des États-Unis, mais de tout le groupe des Five Eyes ici au Moyen-Orient. Nous assistons maintenant à une exécution parfaite pour donner à vos auditeurs une idée de l'ampleur de ce qui s'est passé aujourd'hui. Israël a envoyé 200 avions de chasse pour bombarder environ 500 cibles en Iran, y compris des cibles du régime et aussi des lanceurs de missiles balistiques, sans perdre un seul avion. C'est vraiment un niveau incroyable de professionnalisme militaire. Je ne sais pas combien d'avions ils ont effectivement perdu. Quelques avions pendant la guerre de 12 jours, non? Non, Israël n'a pas besoin d'avions de chasse. La guerre de 12 jours a été bien plus efficace que prévu par tout stratège militaire. C'est vraiment un miracle que nous n'ayons pas perdu un seul pilote, malgré 12 jours de bombardement contre ces programmes nucléaires et de missiles balistiques iraniens. Ici, l'exécution et la synchronisation avec les États-Unis sont parfaites. C'est crucial que cela se déroule dans une opération menée par eux. Ce n'est pas Israël qui agit seul. Dos au mur, c'est Israël qui agit avec son allié, les États-Unis. Et qui prouve, je pense, plus que jamais aux partenaires de toute la région à quel point c'est un allié puissant et combien il est précieux d'être du côté d'Israël, de travailler avec lui et de bénéficier de sa technologie, de son innovation et de son intelligence. Plutôt que de céder à la foule dans la rue et de simplement rejoindre le lynchage général, Nous consacrons les 2 dernières minutes à discuter de l'évolution future. S'il y a un changement de régime en Iran, ce que la plupart d'entre nous espèrent, un Iran laïque, tourné vers l'Occident et démocratique, c'est cela l'espoir. Ou du moins un régime meilleur que celui en place actuellement. Vous avez de meilleures relations entre Israël et beaucoup de ses voisins arabes musulmans. L'Iran, beaucoup de gens ne réalisent pas que ce n'est pas un État arabe, c'est un État perse, c'est islamique, mais c'est très différent de ses voisins. Il se voit ainsi et ses voisins aussi. Les États du Golfe. Quel est le potentiel pour Israël de normaliser ses relations avec l'Iran, mais aussi avec l'Arabie saoudite et ainsi de suite, si cela va dans la bonne direction? eh bien, tant que l'Iran est gouverné par un régime dont la politique est la mort d'Israël, il n'y aura pas de normalisation. Mais au moment où l'Iran aura un régime qui voudra construire un gouvernement, qui voudra développer l'Iran et être en paix avec ses voisins, Israël et l'Iran deviendront des alliés très proches. Il y a de nombreuses possibilités sur ce qui peut arriver. Si Khamenei est vraiment mort, un autre successeur fixerait
comme Karl Dönitz après la Seconde Guerre mondiale, les conditions de la reddition. D'accord, et accepte une certaine transformation du régime. Il existe un scénario dans lequel le prince héritier d'Iran, le fils du fils exilé du Shah, revient en tant que dirigeant de transition. Personnellement, je pense que c'est un homme courageux et noble, et le monde pourrait faire bien pire que Reza Pahlavi, qui souhaite créer un Iran laïque et démocratique, en paix avec ses voisins. Israël aimerait avoir la paix avec un Iran libre. Avant la révolution islamique de 1979, il y avait des vols directs entre Israël et l'Iran, il y avait des relations diplomatiques. En fait, il y a un parc de jeux pour enfants à Tel Aviv qui se trouve sur un terrain acheté par l'Iran avant la Révolution pour y construire son ambassade à Tel Aviv. Rien n'a été construit après la Révolution, mais ils commerçaient et les Israéliens veulent retrouver cela. Nous comprenons que la principale cause de conflit au Moyen-Orient est que l'Iran a un régime qui souhaite la mort d'Israël, et nous sommes tout à fait en désaccord avec cela. Donc si l'Iran réussit sa transition vers la démocratie, alors il y a des perspectives incroyables pour libérer le potentiel extraordinaire de la très riche civilisation iranienne et devenir un pilier de stabilité au Moyen-Orient plutôt qu'un exportateur de chaos et de violence. Très bien, Elon, merci beaucoup pour votre temps. Comme toujours, merci pour vos analyses. Restez en sécurité à tout moment et je suis content que nous ayons réussi à mener toute cette interview. Combien de temps avons-nous tenu sans une seule sirène? 18 minutes, pas de sirène. 18 minutes sans sirène, on a porté la poisse. Bonne chance à tous. Merci Brian Tara.